Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur BFM TV. Il est pratiquement 21h. À la une, l'internationale ce soir, Donald Trump a tranché. Sans surprise, le président américain a décidé tout à l'heure qu'il quittait l'accord sur le nucléaire iranien. 15 mois après son arrivée au pouvoir, le président américain est prêt à se mettre à dos une grande partie de la communauté internationale en remettant en cause ce texte conclu difficilement en 2015. Pourquoi cette décision de Washington? Cette sortie des Américains risque-t-elle de tuer l'accord? La réponse du président iranien Rouhani, pour l'instant, qui accuse les Américains et qui parle de guerre psychologique. On va y venir dans une petite seconde. Et puis également le rôle que peut encore jouer l'Europe pour maintenir l'Iran dans un accord. On est avec nos invités sur ce plateau. Alain Frachon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes éditorialiste au Monde, spécialiste des relations internationales. Frédéric Pichon, bonsoir. Vous êtes professeur et consultant en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient. Bienvenue à vous. Bonsoir François Durper, consultant États-Unis, BFM TV, bien sûr. On sera en ligne avec Stéphane Amar, correspondant à Jérusalem, pour voir évidemment la réaction sur place. Et puis depuis l'Iran avec Mariam Pierzadeh, correspondante également. D'abord, les toutes dernières informations nous sont délivrées par Rachid Embarki. Bonsoir Rachid. Bonsoir Nathalie. C'est donc à la une ce soir, Donald Trump qui torpille l'accord sur le nucléaire iranien. Oui, Donald Trump vient d'annoncer le retrait pur et simple des États-Unis de l'accord. Il décide aussi de rétablir les sanctions américaines qui avaient été levées après la signature. L'accord est par essence défectueux et nous savons en fait ce qui va se passer. D'ici peu, le premier soutien mondial du terrorisme sera sur le point d'acquérir les armes les plus dangereuses au monde. Donc j'annonce aujourd'hui que les États-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien. Jean-Bernard Cadier, vous êtes en direct de Washington pour BFM TV. Donald Trump a longuement justifié sa décision. Oui, Donald Trump ne se contente pas de quitter l'accord nucléaire iranien, il claque la porte et il la claque violemment. Il annonce la sortie des États-Unis de l'accord international au nom de la promesse qu'il avait faite pendant sa campagne. Donald Trump tient sa promesse sans nuance et sans concession. Grande fermeté d'abord dans l'analyse de la situation puisqu'il reprend point par point les arguments israéliens et il prend ses distances avec tous les autres pays qui disent que l'Iran respecte l'accord de 2015 et même ses propres services de renseignement qui disent que l'Iran respecte cet accord. Donald Trump dit que les inspecteurs de l'ONU ne font pas bien leur travail et que l'Iran continue à préparer une arme nucléaire. Grande fermeté aussi et surtout dans les mesures annoncées. Il annonce non seulement qu'il rétablit les sanctions contre l'Iran, mais qu'il rétablit, je cite, le plus haut niveau de sanctions possible qui concerne les échanges entre l'Iran et les États-Unis, mais aussi les échanges entre l'Iran et le reste du monde, puisqu'il dit tout pays qui aide l'Iran à acquérir l'arme nucléaire sera soumis aux sanctions américaines. Ce qui est une façon de dire que les autres pays, en particulier les Européens, n'auront pas d'autre choix que de suivre la nouvelle doctrine américaine. Ce qui promet forcément de fortes tensions entre les États-Unis et l'Europe. Et en même temps, et curieusement, Donald Trump a annoncé dans la même intervention que son ministre des Affaires étrangères était en train d'arriver en Corée du Nord pour préparer le sommet à venir, négociations à venir sur le nucléaire coréen au moment où l'accord sur le nucléaire iranien vient probablement de s'effondrer. Jean-Bernard Cadier en direct de Washington pour BFM TV. Le Premier ministre israélien salue ce soir un acte courageux. L'Arabie Saoudite salue également la décision de Donald Trump. Hassan Rouhani, le président iranien, a de son côté assuré que l'Iran avait respecté cet accord et que les États-Unis n'étaient pas dignes de confiance. Il dénonce ce soir une guerre psychologique. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision de Donald Trump. Sur Twitter, Emmanuel Macron affirme travailler collectivement à un cadre plus large couvrant la période après 2025. Emmanuel Macron qui s'est entretenu au téléphone auparavant avec Angela Merkel et Theresa May. Emmanuel Macron qui, un peu plus tôt dans la journée, a ravivé la flamme du soldat inconnu au pied de l'Arc de Triomphe à Paris. C'était aujourd'hui le 73e anniversaire de la victoire de 1945. Cérémonie sobre, classique, en présence de Nicolas Sarkozy, mais François Hollande a lui brillé par son absence. Peut-être un début de sortie de crise à Air France. L'intersyndicale a publié une lettre ouverte à la direction pour lui proposer de renouer le dialogue. En attendant, elle suspend la grève.
Les interlocuteurs, justement, apprennent du message que les salariés d'Air France ont envoyé, c'est-à-dire non, on refuse ce plan, cet accord qui était proposé, qui ne répond pas aux revendications. Non, on refuse de dialoguer avec les méthodes qui ont été appliquées jusqu'à maintenant. Si la direction apprend justement de ce message-là, il n'y aura aucun problème pour qu'on trouve un dialogue sain et honnête. Un peu moins de perturbations au deuxième jour de ce nouvel épisode de la grève à la SNCF. Pour demain, la direction prévoit 50% du trafic, que ce soit sur les TGV, les Transiliens ou les TER. Comptez aussi sur un intercité sur 3. Une grande voix s'est éteinte hier soir à Bruxelles. La chanteuse Morane est morte brutalement à l'âge de 57 ans et seulement 2 jours après son dernier concert. Toute la Belgique est touchée au cœur et ses habits sont dévastés. Du glamour, des paillettes et des stars à Cannes. Le 71e festival du film a été officiellement ouvert ce soir. Kate Blanchett, Penelope Cruz ou encore Javier Bardem ont enflammé la croisette pour cette toute première montée des marches de la quinzaine. Le temps demain. Eh bien, le soleil et la chaleur qui vont persister, mais seulement dans l'est du pays. Une perturbation nuageuse s'étendra du sud-ouest aux Hauts-de-France. Ce sera aussi nuageux dans le sud-est avec des températures matinales de 7 degrés à Brest à 16 degrés pour le pourtour méditerranéen. Merci beaucoup Rachid, vous revenez à 21h30 avec un nouveau journal complet. Gros plan sur la situation internationale ce soir après la décision de Donald Trump de quitter l'accord sur le nucléaire iranien. Merci à tous d'être sur ce plateau. Alain Frachon, Frédéric Pichon, évidemment François Durper, notre consultant États-Unis pour BFM TV. Et puis on sera en ligne avec Stéphane Amar depuis Jérusalem dans quelques petites secondes. Cette décision de Donald Trump qui se retire comme ça 4 jours avant une date qui était possiblement prévue. On savait qu'il y avait évidemment cette espèce d'inquiétude qui régnait. On se souvient de la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Vous n'êtes pas surpris, messieurs, ce soir, de cette manière de faire de Donald Trump ? Aucune surprise, non. Je pense qu'il fallait s'y attendre. Alors évidemment, il avait 2 possibilités. Il faisait une sortie douce ou une sortie dure. Bon, Trump étant Trump, il a préféré faire une sortie dure, c'est-à-dire qu'il envoie balader toute la communauté internationale, parce qu'on oublie que cet accord, c'est aussi une résolution du Conseil de sécurité, la 2231, si je ne me trompe pas. Il donne une claque monumentale à ses alliés européens. Je pense qu'il y a rarement eu une telle fracture dans la communauté atlantique au sein de l'OTAN entre l'Europe et les États-Unis. Il envoie promener les Russes et les Chinois aussi. Et enfin, il n'était pas obligé de procéder de cette manière. Il pouvait reconduire les sanctions qui avaient été décidées en 2000 et non pas revenir aux sanctions les plus dures décidées auparavant. Donc il avait le choix. Il pouvait limiter l'extraterritorialité de ces sanctions, c'est-à-dire épargner les entreprises européennes qui voudraient investir en Europe. Il choisit au contraire l'offensive et la sortie, l'exit, si vous voulez, le plus dur possible de cet accord. Ah oui, parce que d'ores et déjà, on sait que les sanctions américaines vont être effectuées immédiatement. François Durper, c'est la méthode Trump. On sort les muscles, on bombe le torse comme à chaque fois, comme les accords de Paris. Et là, ce sont les accords sur le nucléaire iranien. Hillary Clinton n'a pas gagné les élections. Hillary Clinton n'est pas présidente des États-Unis. C'est bien Donald Trump. Donald Trump, il a fait une promesse, il en a fait plusieurs, toutes les promesses d'ailleurs, il essaye de les tenir. Et quand il ne les tient pas, c'est quand les institutions américaines ne lui permettent pas de le faire. Regardez sur la question de l'immigration et des juges. Sur la question iranienne, il y avait 2 risques. Le risque d'une escalade avec l'Iran, le risque d'un isolement diplomatique avec ses alliés. Eh bien, il a pris ces 2 risques pour respecter sa promesse. D'ailleurs, c'est un mot qu'il a utilisé dans son discours. Il a dit « j'ai promis et je respecte ma promesse ». Sa promesse de campagne. Hein. De campagne. D'ailleurs, il a dit c'est un accord abominable 2015. Ouais. D'ailleurs, peu importe que les Iraniens le respectent ou non, puisque cet accord est abominable. C'est aussi parce que tout ce qu'a fait Barack Obama avec Donald Trump, c'est à jeter. C'était le not Obama candidate. C'était le candidat qui n'était pas Obama. Mais il y a quand même une différence avec l'accord de Paris. C'est que l'accord de Paris sur le climat, Donald Trump peut laisser filer en disant le climat, il a qu'à se réchauffer. Tandis que là, on est obligé d'avoir un service après-vente. Et la question, c'est la division au sein du Congrès. Ça, c'est très important.
dans le camp de Donald Trump, chez les Républicains, beaucoup se disent, et nous on veut quand même un plan B. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Déjà, regardons du côté de l'Iran avec vous, Frédéric Pichon. On a une première réaction du côté de Rouhani. Décision illégale, illégitime et qui sape les accords internationaux, dixit la télévision iranienne, juste avant que Rouhani parle de guerre psychologique qui accuse donc là les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut imaginer aujourd'hui que l'Iran sorte littéralement et de manière unilatérale de cet accord? Difficile à dire à l'heure qu'il est. Difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr ce soir, c'est que le grand perdant de cette décision de Donald Trump, c'est Rouhani lui-même. Je ne sais pas si Donald Trump a conscience de cela, mais il ouvre un boulevard aux conservateurs à Téhéran. Il renforce les gardiens de la révolution. Il va sans doute radicaliser encore l'action de l'Iran et ses proxies au Yémen, en Syrie et au Liban. C'est un très mauvais signal, d'autant que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il va rencontrer Kim Jong-un, qui a été celui justement qui a joué au chat et à la souris avec les sanctions, et qui maintenant revient dans la communauté internationale après avoir procédé à des essais nucléaires. Donc Rouhani, qui a voulu jouer le jeu, effectivement, se retrouve affaibli, et c'est quand même un très mauvais signal, effectivement, envoyé même au monde entier de ce point de vue-là. Écoutons d'ailleurs ce qu'on nous dit à Téhéran. Mariam Pierzadeh est sur place pour BFM TV. Les premières réactions sur place. Oui, alors ce discours a été évidemment écouté, mais ce n'est pas vraiment une surprise pour les Iraniens. On s'attendait tous ici à ce retrait des États-Unis. Aujourd'hui, j'étais au bazar de Téhéran et les Iraniens me disaient finalement il faut que Donald Trump sorte de cet accord parce que même ces menaces qui fait peser contre l'Iran depuis 4 mois, c'est insoutenable sur notre économie. Et je peux vous dire que depuis 4 mois, effectivement, les affaires, notamment du côté des sociétés européennes, sont complètement atones. C'est l'attentisme. On attendait cette décision. Finalement, ce n'est pas vraiment une surprise. Et même du côté des sociétés européennes, là je reçois des réactions, ces sociétés qui sont, ces expatriés qui sont un petit peu catastrophés par cette annonce. En tous les cas, Hassan Rouhani a dit tout de suite que les Iraniens avaient respecté leurs engagements et qu'en fait, il ne fallait pas négocier avec les États-Unis. C'est exactement la critique que les conservateurs lui avaient fait lorsqu'il avait signé cet accord il y a près de 3 ans, que les États-Unis n'étaient pas dignes de confiance. Et Hassan Rouhani laisse sous-entendre que c'était un petit peu une chance historique pour que les États-Unis et l'Iran négocient sur ce point. Ouais. Frédéric Pichon, des difficultés effectivement pour Rouhani, pour les entreprises pour européennes, pour les citoyens. Je crois qu'il faut rappeler cela. Alain Frachon l'a évoqué tout à l'heure. Il faut savoir que les États-Unis, depuis longtemps, depuis la loi d'Amato et même en fait depuis les années 60, disposent d'un arsenal juridique de l'extraterritorialité du droit américain qui permet au département de la justice américaine de poursuivre, via le dollar aussi, le privilège exorbitant dont parlait le général de Gaulle, toute entité, même non américaine, qui enfreindrait des lois fédérales. Le BNP Paribas en a fait les frais, il y a quelques années, 10 milliards de dollars d'amende pour pouvoir avoir accès au marché américain et pour avoir opéré en dollars en Iran. Donc c'est extrêmement violent. Pour les Européens. Pour les entreprises, voilà ce qui va se passer pour les entreprises. C'est pas la guerre à Téhéran, c'est la guerre à Londres, c'est la guerre à Berlin, c'est la guerre à Paris. Exactement, parce qu'on va venir sur l'Europe. Avant de me retourner vers vous, François Durper, justement, le rôle de l'Europe, quel peut-il être, Alain Frachon ? Quelle perspective pour les Européens? On a vu Emmanuel Macron, les accolades, les embrassades avec Trump il y a 10 jours de ça. Ça n'a rien fait, comme sur l'accord pour le climat. De toute évidence, c'était pas la bonne méthode. Il aurait fallu peut-être être plus résistant, que sais-je. Toujours est-il que là, on parle de s'unir toujours avec la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni pour repenser un accord plus global. Comment va-t-on réussir à garder l'Iran dans cet accord ? Quelle manœuvre employer ? Ça va être très difficile. Si les Européens, avec les Russes et les Chinois, réussissent à garder l'Iran dans cet accord, ça veut dire qu'on oublie que c'est un accord de non-prolifération nucléaire. Il s'agit d'empêcher l'Iran de se doter d'une arme nucléaire. Donc, si on arrive à maintenir l'accord, ça sera une performance. Alors, les points faibles, au fond, il y a des points faibles dans l'accord. Tout le monde est d'accord sur ces points faibles. Mais enfin, ça a été une négociation qui a duré près de 10 ans. Donc on est enfin arrivé à un texte avec des compromis de part et d'autre qui est bancal mais qui vaut ce qu'il vaut et qui empêche en tout cas l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Et si jamais il venait à l'idée de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, on aurait à peu près, selon les termes de l'accord, sur le plan technique, 1 à 2 ans pour l'en empêcher.
Alors là, si vous voulez, les griefs sur lesquels insiste le plus souvent Trump, les Européens en tiennent compte. Il dit, au fond, cet accord n'empêche pas, parce que ça ne figure pas dans l'accord, cet accord n'empêche pas l'Iran de se doter d'un arsenal de missiles intercontinentaux invraisemblables et sans commune mesure avec les besoins de la défense de l'Iran. Cet accord n'empêche pas l'Iran d'avoir un expansionnisme militaro-politique dans l'ensemble du monde arabe, etc. Mais tout ça ne figure pas dans l'accord. Exactement. Alors les Européens disent, OK, essayons, reprenons tout à zéro, remettons ça sur la table, intégrons une annexe à cet accord, tenant compte de ce que disent les Américains, et qui fait partie également de nos soucis d'ailleurs. Est-ce que les Iraniens vont accepter ça? Ça m'étonnerait beaucoup. Il vient de renforcer le camp des durs. Il leur sert, si vous voulez, il leur sert un menu, exactement le menu que le camp des durs voulait à Téhéran. Camp des durs qui a toujours été contre cet accord. Oui, mais ça veut dire aussi une marche arrière peut-être de 5 ou 6 ans pour l'Iran s'il sort complètement. Oui, mais c'est pas une critique à Donald Trump. Donald Trump, ça ne le dérange pas d'avoir des durs en face de lui. Oui, regardez, au contraire, ça l'arrange. Il croit en deux choses, Donald Trump. Et il a une constance. Il croit en la nation et il croit au rapport de force. Donc les gens s'interrogent, se disent mais pourquoi il va aller signer quelque chose avec la Corée du Nord alors qu'il déchire son accord avec l'Iran? Mais la Corée du Nord, c'est la Corée du Nord, elle a déjà l'arme nucléaire, et il y a derrière la Chine. Donald Trump, il peut parler à Xi. Ce sont des puissances d'égal à égal. Mais est-ce que la parole américaine, elle n'est pas compromise vis-à-vis de la Corée du Nord, compte tenu là de cet accord déchiré aujourd'hui? Ça le met pas en péril? Alors, il semble quand même que les Chinois et des Russes aussi. Il semble quand même que les Coréens du Nord n'aient pas une approche. Ils croient quand même en leur exceptionnalité. Ils vont pas forcément regarder du côté iranien. Ils croient que eux ont d'autres atouts dans le jeu avec Donald Trump. C'est important de parler le même langage en diplomatie. Et là, pour le coup, bon, il y a le rapprochement avorté avec Vladimir Poutine, on le sait pour des raisons de politique intérieure, mais ils ont le même langage. Il a le même langage avec le leader nord-coréen. Il n'est pas dit précisément que ça ne fonctionne pas. Bon, alors on va voir. Frédéric Pichon, je vais vous interroger évidemment sur ce qui se joue aussi avec Benyamin Netanyahou, parce qu'évidemment, aujourd'hui, maintenant, c'est un peu les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. C'est un peu cette triptyque-là qu'on voit à partir de cette décision. N'est-ce pas, Stéphane Amar? Bonsoir, vous êtes correspondant BFM TV à Jérusalem. Merci d'être avec nous. Stéphane Amar, c'est un satisfecit israélien ce soir? Oui, médias, on l'a bien vu dans les secondes qui ont suivi la déclaration de Donald Trump. Benyamin Netanyahou est apparu dans les médias pour saluer cette décision. Cela faisait de longs mois qu'il travaillait véritablement au corps l'administration américaine et directement Donald Trump pour que cet accord soit remis en cause, pour que les États-Unis sortent de cet accord depuis le début, depuis 2015. Benyamin Netanyahou critique cet accord. Il parle régulièrement d'un Munich, d'une renonciation face à l'Iran. Il en voulait énormément à Barack Obama, et le fait est que Donald Trump a été beaucoup plus sensible que son prédécesseur aux arguments israéliens. On le sait d'une manière générale, il est extrêmement proche d'Israël. Il va installer dans quelques jours l'ambassade américaine à Jérusalem, mais sur l'Iran, eh bien, c'est la même chose. On s'en aperçoit que Israël a des alliés extrêmement proches dans l'administration américaine et vraisemblablement en la personne de Donald Trump directement. C'est donc un véritable soulagement en même temps qu'une grande montée de tension, puisque dès aujourd'hui, eh bien, Israël a commencé à prendre des mesures sécuritaires en encourageant par exemple, eh bien, les habitants du nord du pays, notamment du plateau du Golan, qui est frontalier avec la Syrie, à commencer à ouvrir les abris antiaériens dans le cas d'une attaque de missiles venant de la Syrie toute proche. Stéphane Amar en direct de Jérusalem pour BFM TV. On va vous retrouver évidemment un petit peu plus tard parce qu'effectivement, elle est à double tranchant, cette décision américaine, Frédéric Pichon, pour Israël aussi. Il y a des problèmes intérieurs pour Benyamin Netanyahou comme pour Donald Trump. C'est aussi d'ailleurs peut-être une manière pour Donald Trump aussi ce soir d'avoir justement essayé d'attirer l'attention par ailleurs. Netanyahou, il ne voulait plus de cet accord, il le disait depuis longtemps, mais il y a une population qui est potentiellement menacée. Alors, l'alignement Washington-Tel Aviv, c'est quelque chose d'assez classique, même si avec Barack Obama, on avait vu quand même qu'il y avait de friture dans la ligne, c'est peu de le dire. Maintenant, ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est l'alignement très très clair que l'Arabie Saoudite a fait avec l'État hébreu sur la question, en fait, essentiellement de l'émergence ou de la réémergence de la puissance iranienne dans la région. Ça, c'est quelque chose qui politiquement est
quand même va être compliqué à gérer, y compris pour l'Arabie Saoudite. Et encore une fois, en Israël, ça fait les affaires de Netanyahou, mais c'est une société quand même avec aussi une libre parole, et vous avez quand même des débats, y compris dans l'armée et dans les services de sécurité. Maintenant, là, l'annonce de mesures de sécurité supplémentaires, je crois que ça fait partie aussi de la guerre psychologique. Moi, ça fait une semaine que je vois un certain nombre d'influenceurs nous annoncer que l'Iran va tirer, va bombarder. Bon, je ne crois pas du tout que l'Iran ait intérêt à rentrer dans ce jeu-là. Ce qui est plus inquiétant, moi, c'est d'après la déclaration d'Emmanuel Macron tout à l'heure, il avait l'air de dire qu'il voulait conserver cet accord, le faire vivre et aller sur des solutions de stabilisation de la région en citant le Yémen, la Syrie, etc. C'est-à-dire rentrer dans la question de l'expansionnisme politico-militaire de l'Iran dans la région, qui n'a rien à voir avec le nucléaire iranien. Et là, je me pose la question, parce que là, on va mettre le doigt dans un engrenage dont les corps expéditionnaires en général non régionaux n'ont que des coups à prendre, comme on l'a vu à Beyrouth dans les années 80. On est en face de quoi? On est en face d'une situation internationale complètement inédite, là, désormais ce soir, avec d'un côté les États-Unis, l'Arabie Saoudite, Israël, Alain Frachon, de l'autre côté l'Europe, la Russie, la Chine, alliés de circonstance, reformés pour l'occasion. C'est ce à quoi on va faire face. Et c'est quand même effectivement tout à fait singulier, tout à fait inédit. Absolument. On est dans une situation stratégique totalement paradoxale et jamais vue, où face à une montée des tensions considérables au Moyen-Orient que va provoquer cette décision, vous avez les alliés du pacte atlantique, chacun dans un camp. Et vous avez de l'autre côté, et ce qui est très intéressant, c'est les Britanniques. C'est la manière dont les Britanniques, contrairement à 2003, vous vous souvenez que Tony Blair avait, dans des circonstances qui ressemblent un peu à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on envoie promener les Nations Unies, on envoie balader le multilatéralisme, etc., au nom de la défense des intérêts nationaux américains, on envoie balader tout ça, ça ressemble beaucoup à cette crise. Sauf que là, les Britanniques, un an et quelques après le Brexit, comme sur l'accord de Paris, collent le plus possible à l'Union européenne et ont fait partie du trio d'abord ils ont fait partie du trio qui a négocié l'accord tout de même en tant que membre du Conseil de sécurité, ils collent à l'Europe. Mais la fracture atlantique, honnêtement, je ne l'ai jamais vu ça à ce point-là. Et je n'ai jamais vu non plus aussi une situation aussi paradoxale. Enfin, on la sentait venir depuis quelque temps, qui est l'alliance entre les monarchies sunnites et Israël face à l'Iran. Et le paradoxe, c'est que Donald Trump, il a des accents, on disait 2003, de George W. Bush, mais qui ne fera pas la guerre. Parce que dans le même temps, Donald Trump dit on va retirer les troupes de Syrie. Donc on a à la fois un discours Make America Great Again, il tape du poing sur la table, il dit c'est plus possible, c'est inacceptable. Il désigne aux Américains leur nouvel ennemi, et le nouvel ennemi, c'est un ennemi d'ailleurs ancien qui va chercher à la fin des années 70, c'est l'Iran. Mais dans le même temps, on sait qu'il ne fera pas la guerre. Il ne va pas envahir l'Iran comme George W. Bush a envahi l'Irak. Leading from behind, en fait. Frédéric Bichon. Oui, c'est ça. Oui, mais leading from behind, il fallait qu'il y ait quelqu'un devant. Sauf que là, en se coupant de ses alliés, leading from behind, c'est quand la France est en Afrique. Qu'est-ce qui se passe si demain, les Iraniens disent nous, on considère que l'accord ne tenait que par les États-Unis, que c'était le principal, le plus important pour nous, et ce qui me paraît assez juste, je pense que l'accord est quasiment mort, donc sans les États-Unis, et donc nous ne sommes plus liés. Et nous recommençons à enrichir de l'uranium. Les durs l'emportent, nous recommençons à enrichir de l'uranium. Mais là, vous êtes dans une stratégie, vous ne pouvez pas exclure que ça se termine très mal. Et l'Égypte et l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que s'il y a nucléarisation de l'Iran, il peut y avoir nucléarisation de l'ensemble de la région. Exactement, nucléarisation, accélération. Qu'est-ce qui peut se passer dans les 6 prochains mois, du coup? Parce que ça va se jouer quoi? Dans quel délai, Frédéric Pichon? Il va y avoir, j'imagine, une activité diplomatique extrêmement intense. Là, demain, on a vu déjà Angela Merkel, Emmanuel Macron, Theresa May... communiqué commun il y a quelques minutes. Là, ça va être que ça, parce qu'il faut sauver un accord qui puisse être acceptable pour l'Iran.
d'une manière ou d'une autre. Je crois que ça va... Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer dans 6 mois, bien entendu, mais je ne crois pas au scénario du pire. Je veux croire que Donald Trump est dans une posture assez habituelle chez lui, qui consiste à c'est the art of the deal, c'est-à-dire on commence par mettre des conditions drastiques et puis on discute. Je ne crois pas que les Iraniens, je ne crois pas que la culture perse, la culture politique perse, diplomatique, ait aussi intérêt à monter aux extrêmes. Il n'y a pas d'échéance électorale immédiate. Je ne crois pas à un déchaînement violent. Je pense que tout le monde va essayer de tirer le maximum et on va se regarder en chien de faïence pendant quelques mois. En tout cas, on vous a compris. Mieux vaut un accord imparfait que pas d'accord du tout. Donc, quel rôle pour les Européens? C'est aussi ce qui va se jouer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci à tous les trois, Alain Frachon, Frédéric Pichon, François Durper. Deuxième partie de cette émission avec évidemment nos spécialistes sur ces questions. On y revient avec toutes les réactions. À tout de suite. Regardez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Je t'aime, mon amour. Où es-tu? Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime, mon amour. Mauboussin, capsule d'émotion. Chérie, je voulais te dire que... Oui? T'as fait un truc à tes cheveux? Non. Vous allez voir du cinéma partout. Nouveau avec les offres SFR. Profitez de tout le cinéma que vous aimez, des héros préférés de vos enfants et des séries exclusives comme Taken ou Victoria. Avec SFR Ciné-Série sans engagement à seulement 4 € par mois pour les clients SFR au lieu de 10 €. Maintenant, vous pouvez déguster le gazpacho al valle. La soupe froide venue d'un pays chaud. C'est al valle. Un jour, je me suis pesée et ça a été le choc. Avec XLS Médical, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul. J'ai perdu 10 kilos avec XLS Médical. Je me sens mieux dans mon corps. Osez XLS Médical et perdez du poids. Dispositif médical. Certaines choses ne changeront jamais. D'autres, oui. Car maintenant, avec le nouveau lave-linge Quick Drive, un cycle de lavage vous prend jusqu'à 2 fois moins de temps. Son tambour exclusif à double rotation vous permet un lavage plus rapide et sans compromis sur le soin de votre linge. Quick Drive, prenez soin de votre linge en 2 fois moins de temps. Et en ce moment, jusqu'à 400 € remboursés pour l'achat d'un lave-linge Quick Drive. Baby, what you gotta do is wearing your brand new shoes to let me see your ankle. Hey, so let me feel alright. See, your ankles made me mad. Don't you wanna be a part of the game? Cause your ankle's so sexy, don't be ashamed. Baby, slow it down. I want you to feel alright. Baby, slow. Le Bon Coin, chaque jour, des millions d'échanges qui facilitent la vie des Français. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la Citroën C3 de Martin. Elle aurait pu être aussi comme ça, ou bien comme ça. Et là, c'est Martin. Il aurait pu être comme ça, ou bien comme ça. Mais en fait, Martin, lui, il est plutôt comme ça. Citroën C3, avec 36 combinaisons de personnalisation et 11 technologies d'aide à la conduite. On aurait pu faire une voiture, mais on a fait une voiture pour vous. Citroën. Et elle, c'est Agathe. Elle a du style. Tout comme sa Citroën C3, série spéciale L.
Les pains Jacquet. J'aime. Tu aimes. Nous aimons. Vous aimez. Ils s'aiment, leur meilleur blé. Merci les agriculteurs Jacquet. Jacquet, j'aime, ils s'aiment. Élite Rencontre, le site de rencontre de référence pour célibataires ambitieux. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et revivez l'amour sur éliterencontre.fr. Pourquoi est-ce qu'on garderait toujours les mêmes habitudes? Pourquoi est-ce qu'on se réveillerait toujours au même endroit? Qui a décidé pour nous qu'un week-end, c'était 2 jours et pas plus? On allait toujours promener le chien en bas de l'immeuble, s'habiller comme ses collègues, travailler tout le temps dans un bureau. Et si on changeait d'avis sur un coup de tête? Et si on partait quand on en a envie? Nouveau Skoda Karoq, tracez votre propre chemin. Découvrez-le à partir de 259 € par mois. Vous rêvez de cuisiner du bout des doigts? Découvrez le robot cuiseur Compagnon XL. La plus grande capacité pour découper, préparer et cuire. À 2 comme à 10, la semaine comme le week-end. Avec Compagnon XL de Moulinex, tous les jours sont faits maison. Moulinex. Et maintenant, soyez accompagnés à chaque étape de votre recette avec votre iCompagnon XL connecté. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. J'adore. J'adore. Dior. Regardez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. L'actualité à l'international, évidemment, l'accord nucléaire iranien dénoncé par le président américain Donald Trump, qui l'a quitté ce soir. On en parle dans une seconde avec vous, Rachid Embarki. On accueille évidemment nos invités. Armin Arefi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste international, Le Point, spécialiste du Moyen-Orient, ancien correspondant à Téhéran. Vous allez nous livrer évidemment votre réaction ce soir. André Berkov, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous journaliste, écrivain, auteur de Donald Trump, les raisons de la colère aux éditions First. Et vous aussi, vous allez nous dire ce que vous pensez de cette décision de Donald Trump. Ulysse Gosset et Bruno Jeudi nous rejoignent dans une seconde. Rachid, c'est à vous. Avec Donald Trump qui donc a torpillé cet accord sur le nucléaire iranien. Il a annoncé ce soir le retrait pur et simple des États-Unis. Il décide aussi de rétablir les sanctions américaines qui avaient été levées après la signature. L'accord est par essence défectueux et nous savons en fait ce qui va se passer. D'ici peu, le premier soutien mondial du terrorisme sera sur le point d'acquérir les armes les plus dangereuses au monde. Donc j'annonce aujourd'hui que les États-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien. Alors, parmi les réactions, celle du Premier ministre israélien qui salue un acte courageux. Hassan Rouhani, le président iranien, assure de son côté que l'Iran a toujours respecté l'accord et que les États-Unis n'étaient pas dignes de confiance. Il dénonce une guerre psychologique. Il dit vouloir discuter à présent avec les Européens, les Russes et les Chinois. Mais il prévient en même temps que l'Iran recommencera à enrichir davantage d'uranium. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni regrettent de leur côté la décision de Donald Trump. Sur Twitter, Emmanuel Macron affirme travailler collectivement à un cadre plus large couvrant la période après 2025. Emmanuel Macron, qui s'est aussi entretenu au téléphone avec Angela Merkel et Theresa May, la chef de la diplomatie européenne, affirme pour sa part que l'Union européenne est déterminée à préserver l'accord sur le nucléaire iranien. Emmanuel Macron a ravivé ce matin la flamme du soldat inconnu au pied de l'Arc de Triomphe à Paris. C'était aujourd'hui le 73e anniversaire de la victoire de 1945. Cérémonie sobre, classique, en présence de Nicolas Sarkozy. Mais François Hollande a lui brillé par son absence. Peut-être un début de sortie de crise à Air France. L'intersyndicale a publié une lettre ouverte à la direction pour lui proposer de renouer le dialogue. En attendant, elle suspend la grève.
Une grande voix s'est éteinte hier soir à Bruxelles. La chanteuse Morane est morte brutalement à l'âge de 57 ans et seulement 2 jours après son dernier concert. Toute la Belgique est touchée au cœur et ses amis sont dévastés. Et puis du glamour, des paillettes et des stars à Cannes. Le 71e festival du film a été officiellement ouvert ce soir. Kate Blanchett, Penélope Cruz ou encore Javier Bardem m'ont enflammé la croisette pour cette première montée des marches de la quinzaine. Et ici, c'est le jury qui évidemment aussi a monté les marches. Cruz, vous la reconnaissez. Ainsi va l'actualité. Place à News et compagnie, deuxième partie. Donald Trump a donc décidé aujourd'hui qu'il quittait l'accord sur le nucléaire iranien. Quelles conséquences à l'international pour l'Iran, bien entendu? Quel rôle peut encore jouer l'Europe? On en parle avec nos invités sur ce plateau. Je vais me tourner vers vous d'abord. Armin Arefi, bienvenue et merci d'être avec nous parce que vous êtes bien sûr journaliste international au Point, spécialiste du Moyen-Orient, mais aussi ancien correspondant à Téhéran. Je voudrais savoir si vous avez déjà des échos de ce qui se dit ce soir à Téhéran. On a eu une première réaction de Rouhani, décision illégale, illégitime, qui sape les accords internationaux. Il accuse, il dénonce, ça va, écoutons-le. C'est une journée historique. Depuis 40 ans, l'Iran a tenu ses engagements alors que les États-Unis ne l'ont pas fait. Ces 40 dernières années ont montré que les Américains ont toujours eu une approche hostile envers l'Iran. Quel retour avez-vous de Téhéran ce soir? Écoutez, c'est une véritable catastrophe pour le gouvernement iranien. On a vu le président Hassan Rouhani parler avec ses ministres, notamment son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Ça fait à peu près l'Iran tout 12 ans qu'il négocie avec les Occidentaux, tout d'abord les Européens, puis les Américains, pour arriver à un accord, à un compromis. Ils ont considérablement diminué leur capacité nucléaire et à la fin, comme l'avait prédit d'ailleurs le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, on ne peut pas faire confiance aux Américains. Les Américains ont violé l'accord. C'est ce qui ressort aujourd'hui à Téhéran. Donc ce qui inquiète beaucoup aujourd'hui en Iran, des contacts que j'ai pu avoir sur place, c'est que ça va faire, comme l'a dit votre précédente invitée, le jeu des ultra-conservateurs à Téhéran. Pourquoi est-ce que l'Iran aujourd'hui continuerait à négocier avec les Occidentaux? États-Unis, bien sûr, mais également Europe, qui n'ont rien pu faire. L'Europe n'a rien pu faire, justement, pour contrer Donald Trump. Au contraire, on a l'impression que Donald Trump va donner envie aux ultra-conservateurs en Iran de se doter au plus vite d'armes de dissuasion et pourquoi pas la bombe. C'est ça aujourd'hui la réalité. C'est effectivement ce qui menace. André Berkoff, évidemment que Donald Trump n'a pas pensé à faire le jeu des ultra-conservateurs en Iran. Il n'a pas pensé comme ça. Évidemment que Trump a dit dès le départ qu'il y avait du mensonge de la part de l'Iran, que oui, il y avait toujours de l'uranium, que l'accord n'était pas respecté. Mais pourquoi cette décision aujourd'hui? Moi, je ne partage pas vraiment cette interprétation que ça va amener les conservateurs, les extrémistes, évidemment, à aller plus loin. Je crois que, d'abord, il ne faut pas être étonné de l'étonnement. Il a dit depuis le début, depuis son entrée en campagne, que c'était un accord pourri, que c'est un accord qui ne valait rien, c'était pas un traité, c'était un accord, et qu'il allait le dénoncer. Donc, on ne peut pas être étonné. Après, c'est vrai que c'est un manque de tact total qu'on tienne ces promesses de campagne, mais enfin bon. Mais deuxièmement et surtout, quand on dit mais ça y est, ça va renforcer, etc., il va y avoir un problème extrêmement simple, l'histoire des sanctions. On sait très bien que la situation économique en Iran est très désastreuse. Bien sûr. Désastreuse. Bien. Il y a quand même en Iran des forces extrêmement différentes et heureusement, il n'y a pas que les extrémistes, il y a les autres. Et surtout, c'est pas ça, c'est la tactique de Trump. La tactique de Trump, c'est quoi? Coup de pied dans la fourmilière. Oui. Rappelez-vous juste un mot. De quoi il a parlé aussi, le seul sujet qu'il a abordé, c'est la Corée. En disant que Mike Pompeo, dans une heure, sera à Pyongyang préparé. Ça veut dire quoi? Il y a 4 mois, c'était la guerre nucléaire. Kim Jong-un et lui vont se rencontrer. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit, mais la négociation n'est pas fermée. Moi, je veux bien renégocier. Je m'en vais, cet accord ne va pas. C'est tout le paradoxe. C'est pas le paradoxe, c'est son art of the deal. On aime ou on n'aime pas, c'est un autre problème. Je vous donne la parole. C'est son art de la négociation. Alors, à la manière Trump, effectivement, Ulysse Gosset, on sort les muscles, on bombe le torse, on est dans le conflit systématiquement. On voit que ça a payé effectivement avec la Corée jusqu'ici. Là, avec l'Iran, c'est peut-être une autre paire de manches. Les Européens s'étaient mis d'accord. Emmanuel Macron avait mis aussi beaucoup d'ardeur à le garder dans cet accord. Finalement, il n'en est rien. Grosse déception. Aujourd'hui,
aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer compte tenu de sanctions annoncées immédiates, effectives, immédiates. Et on a vu, première réaction de Rouhani, grosse déception, amertume, colère. Oui, alors clairement, l'Iran est face à un choix, soit reprendre l'enrichissement en remettant en route les fameuses centrifugeuses qui étaient contrôlées par les inspecteurs de l'ONU, mal contrôlées, dit Donald Trump, mais contrôlées tout de même. Il n'est pas le seul à dire que c'est mal contrôlé. Oui, mais l'accord n'était pas parfait. L'accord avait un mérite, c'est d'exister. C'est-à-dire, pendant 10 ans, on savait que tout était mis en œuvre pour empêcher l'Iran d'avoir la bombe. C'était ça le bien de l'accord. Le mauvais de l'accord, c'était les angles morts, c'est-à-dire les missiles balistiques, c'était le contrôle imparfait, et c'était le rôle de l'Iran dans la région qui est effectivement dangereux, notamment en Syrie, au Liban et ailleurs. Mais effectivement, ce soir, l'Iran a deux choix. Soit il reprend l'enrichissement, soit il se tourne vers les Européens, les Chinois et les Russes. C'est d'ailleurs ce que Rouhani a dit tout de suite. Je vais me tourner vers les Européens pour dire, si vous me garantissez que l'accord peut être préservé, alors ne tombons pas dans le radicalisme absolu et essayons de le maintenir en vie malgré les sanctions. Ça, c'est l'option, je dirais, modérée qui pourrait l'emporter si il y a un consensus général. Mais pour l'instant, ce soir, on est dans l'état de choc en Iran. C'est vrai que pour l'Iran, c'est une décision qui a des conséquences graves parce qu'effectivement, il y a toujours une lutte de pouvoir à l'intérieur du régime. Il y a un guide qui prend la décision finale, mais on sait que Rouhani est depuis des mois attaqué par les ultras et que certains veulent sa peau comme ils veulent la peau de l'accord iranien. Donc c'est un jeu dangereux. C'est un jeu très dangereux. Et deuxièmement, quand même, ce qui est important ce soir, c'est que Donald Trump, non seulement dit pique-pendre de l'Iran, mais aussi il met en garde les alliés des États-Unis en disant tous les pays qui feront du business avec l'Iran seront punis. Et ça, pour la France, pour l'Allemagne, d'ailleurs l'Allemagne, l'ambassadeur américain a dit aux Allemands, immédiatement les entreprises allemandes doivent quitter l'Iran. C'est donc des mises en garde extrêmement sévères. Exactement. Du coup, Armin Arifi, est-ce que l'Europe peut être entendue, l'Europe, Chine, Russie? Est-ce que Rouhani peut se fier à eux? Est-ce qu'ils vont suffisamment avoir de poids pour remplacer la place des États-Unis? Rouhani ce soir a perdu toute crédibilité. Tous ceux qui défendaient la diplomatie à l'encontre de ce que souhaitait le guide ont perdu leur crédibilité. Est-ce que c'est franchement, honnêtement, sérieusement la France qui ne peut rien face aux sanctions extraterritoriales américaines? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une entreprise française veut investir en Iran et qu'elle soit commerce en dollars, soit si elle a des intérêts aux États-Unis, elle est automatiquement sanctionnée. Contre ça, les Européens n'ont rien pu faire. Donc, déjà, premièrement, les États-Unis n'ont pas respecté leur part de l'accord. L'Iran a drastiquement réduit son programme nucléaire. Les Américains n'ont pas supprimé toutes les sanctions. Première chose. Deuxièmement, est-ce que sérieusement, aujourd'hui, les Européens vont pouvoir, comme le dit le président Macron, négocier un nouveau deal? Est-ce que vous pensez sérieusement que l'Iran, qui sort vainqueur de la guerre en Syrie, on peut bien sûr après discuter du rôle de l'Iran? Aujourd'hui, en Europe, on fait pas le président Macron n'a rien pu faire pour dissuader Trump de sortir de l'accord. Oui, mais elle liée à la Chine, à la Russie, dans un contexte où on parle d'un accord. Le dollar, il est américain, les sanctions, elles sont américaines. Il y a des voies de sortie pour éviter la crise totale. L'une d'entre elles, c'est par exemple que les entreprises européennes, celles qui investissent, Total, Renault et d'autres, puissent passer non pas par des banques françaises ou allemandes ou autres, mais par des fonds d'investissement créés spécialement pour ne pas tomber sous le coup des sanctions. Il y a des moyens de contourner en fait. La colère. Total avait déjà annoncé avant le retrait de Trump qu'il hésiterait et qu'il réfléchirait à deux fois avant de réinvestir en Iran. On a aujourd'hui le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, qui est un faux courant anti-iranien, qui a averti que toutes les boîtes européennes devaient déguerpir l'Iran d'ici quelques mois. Exactement. Non, juste... Avec vous, je voudrais voir un point quand même précisément. Non, mais André, dites-moi une chose. Bon, il y a Barack Obama qui dénonce là, à l'instant, une grave erreur de Donald Trump. On sait que Donald Trump, il a agi aussi à contrario de ce qu'a fait son prédécesseur. C'était aussi, il y a aussi ça chez lui. Il n'a pas fait il que ça. Dit, c'est désastreux, la Corée, personne n'a rien voulu faire pendant 30 ans. Mais alors il l'a fait. Pourquoi Donald Trump a agi de la sorte là, aujourd'hui, à 4 jours de l'échéance? Pourquoi promesse de campagne, bon. La Corée, d'accord, mais c'est quoi? C'est aussi pour détourner l'attention parce que sur le plan intérieur, il a des difficultés. Faut arrêter avec ça. Je dis pas que c'est aussi un politicien, il raisonne un politicien. Ce type, depuis le début, encore une fois, à tort, à raison, je ne fais pas de jugement de valeur, a dit que cet accord était nul. Avait des lacunes. Non. Il a dit c'est un accord pourri, c'est un accord nul, c'est un accord désastreux et catastrophique. Il n'a pas dit qu'il a des lacunes. Si, il l'a dit ce aussi. sont les Européens. Il a de graves lacunes, cet accord, et même les Européens, certains... Non, mais Nathalie, ça allait beaucoup plus loin. Simplement, il a fait ce qu'il a dit. Les Américains l'ont élu, il fait cela.
Et il fait cela, et encore une fois, il faut revenir, comme l'histoire de l'ambassade de Jérusalem, comme l'histoire de la Corée. Qu'est-ce qu'il fait là? Il faut un coup de pied dans la cour militaire. Tout le monde hurle. Aujourd'hui, tout le monde hurle, ça y est. Il est seul contre tous. Il n'est pas seul contre tous du tout. Alors là, vous parlez de la Chine et de la Russie. Netanyahu, c'est l'Arabie Saoudite. Pendant ce temps-là, mais non, actuellement avec la Corée, mais il est avec la Chine du matin au soir. Mais vous croyez que la Chine va abandonner Trump? Considérablement. On est dans une... on est dans un bière à 4 regardez, on est dans un bière à 4 bandes, on va aller voir une des bandes. Trump pour aller avec l'Iran. On va aller en Israël, si vous le voulez bien, rejoindre Stéphane Amar, correspondant Jérusalem pour BFM TV. Stéphane, on se retrouve parce que on a parlé de l'Arabie Saoudite brièvement. On parle évidemment de l'autre pôle dans ce monde, mais on parle bien sûr d'Israël parce que la réaction de Netanyahou, elle ne s'est pas fait attendre. C'était un remerciement clair, transparent à Donald Trump. Oui, bien sûr, un véritable remerciement puisque ça fait de longs mois que Benjamin Netanyahou demande à Donald Trump de prendre cette décision qui est intervenue aujourd'hui était attendue ici en Israël, mais on se doutait depuis plusieurs jours que Donald Trump allait dans ce sens-là, allait dans le sens d'un retrait, et c'est une véritable satisfaction du côté du gouvernement israélien ce soir, puisque également, vous le disiez, Israël n'est pas seul dans la région à s'opposer à l'Iran. Israël a trouvé ces derniers mois de nouveaux alliés, des alliés extrêmement inattendus, comme vous le disiez, l'Arabie Saoudite, mais également l'Égypte et d'une certaine manière la Jordanie. Tous ces pays sunnites ont peur de cette hégémonie chiite, de cette conquête chiite qui se met en place depuis cette guerre en Syrie et depuis la victoire des alliés de l'Iran en Syrie. On craint évidemment un Iran nucléaire. Il y a donc un front qui s'est formé ici, un front qui vient de recevoir un soutien de poids ce soir en la personne de Donald Trump avec cette décision de sortir de l'accord. Mais je vous le dis, il y a également une montée de tension immédiate. Puisque dès aujourd'hui, l'armée a demandé aux habitants du nord du pays, notamment du plateau du Golan, de préparer leurs abris, et des batteries antimissiles ont été déployées sur le plateau du Golan en prévision d'une éventuelle attaque venant de la Syrie toute proche. Stéphane Amar en direct de Jérusalem pour BFM TV, merci à vous. Ulysse Gosset, on se souvient de la semaine dernière, Benjamin Netanyahou exposant face caméra des preuves concluantes sur l'existence d'un plan secret que l'Iran pourrait activer à tout moment pour se doter de la bombe atomique. On voit aujourd'hui le satisfecit de Benjamin Netanyahou, on voit qu'il y a l'alliance Arabie Saoudite, Israël, États-Unis, une alliance qui est tellement inédite par rapport à ce qu'on a pu connaître, les Européens de leur côté avec la Chine, la Russie, et puis c'est l'Arabie Saoudite, Israël, États-Unis. Oui, il y a deux axes régionaux très forts et je pense que l'enjeu fondamental c'est cela en fait. C'est d'un côté États-Unis, Arabie Saoudite avec le nouveau prince héritier et évidemment Israël. Et il y a de l'autre, il ne faut pas les oublier, les Iraniens, les Syriens et les Russes. Et c'est pour cela que l'Iran se tourne aujourd'hui vers la France, l'Europe, mais aussi vers la Russie et la Chine, qui n'ont pas du tout intérêt à ce que l'accord explose, car l'enjeu, c'est la prolifération nucléaire. C'est en Corée du Nord comme au Moyen-Orient, car si l'Iran un jour développait la bombe, l'Arabie Saoudite la développerait également. Et Israël, là, aujourd'hui, c'est quasiment admis par tout le monde. Donc ça, c'est important de le rappeler, mais il y a aussi autre chose. Si Trump a avancé sa décision, vous posiez la question tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui et pas dans 4 jours? Parce que la semaine prochaine, il y a un autre événement considérable pour le Moyen-Orient, c'est le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Et cumuler les deux, samedi, lundi, en même temps, l'explosion était garantie et la colère, en tout cas, partout au Proche-Orient, parmi les pays arabes. Donc il a voulu dissocier les dossiers, une manière de calmer le jeu d'une certaine manière dans une région explosive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Trump, si vous voulez, tape dur. Il tape dur partout, il tape sur les Européens, il tape sur les Iraniens, et il met la pression sur tout le monde de façon explosive. Il faut bien en prendre conscience. Alors, la méthode Trump, on la connaît, on la découvre un peu plus à chaque fois. On va revenir sur Rouhani dans une petite seconde avec vous, mais je voudrais garder un petit peu en arrière avec vous, Bruno Jeudi, parce qu'évidemment, on a suivi la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis, les embrassades, les grandes tapes dans le dos, etc. Et puis, final, patatras, ça n'a pas servi. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il se retrouve en face du fait accompli. Il n'y a plus d'accord. Alors c'est vrai que le pari d'Emmanuel Macron de ramener Donald Trump à la raison, ou en tous les cas trouver peut-être une voie intermédiaire, une sorte de sortie en douceur,
c'est une stratégie qui a échoué. Pour Emmanuel Macron, c'est évidemment à refaire pour sa diplomatie cajoleuse, puisque vous dites la diplomatie main dans la main. En tous les cas, c'est vrai qu'il y avait toutes ces images. On s'était dit peut-être que ça vaut le coup, peut-être que Emmanuel Macron, qui finalement parle à peu près, et est sans doute le seul à parler à tout le monde sur la planète, pouvait être cette personne qui arriverait à convaincre Donald Trump de trouver peut-être de dire autre chose. Ça n'a pas été le cas. C'est assez ennuyeux pour Emmanuel Macron parce que l'année dernière, à la même époque, enfin pas à la même époque, mais dans un mois, c'était la fin de l'accord de Paris. L'accord sur le climat. L'accord sur le climat, dénoncé par Donald Trump. La semaine dernière, il nous a fait ses déclarations sur le Bataclan. C'est fâcheux. Donc on voit bien que la diplomatie cajoleuse d'Emmanuel Macron, pour l'instant, ne rapporte pas grand-chose. Quand même, un dernier point, c'est que pour une fois, les Européens ont quand même pris une position commune, c'est pas si souvent. Et peut-être que c'est peut-être le moment ou jamais de voir émerger une diplomatie européenne indépendante. Exactement, on verra, déclaration commune là ce pour Emmanuel soir. Macron, il y a c'est là qu'il y a peut-être quelque chose à jouer. Un rattrapage. À défaut des compliments et des grands. J'aimerais quand même revenir sur quelques faits bien précis. Première chose, l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 a été endossé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle vient d'être violée. Première chose. Deuxième chose, le juge de paix pour juger du respect par l'Iran de l'accord sur le nucléaire, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui, à 11 reprises depuis la signature de l'accord, a certifié que l'Iran remplissait ses obligations. Ce que ne dit pas Trump. Troisième chose, les preuves apportées concluantes, comme vous l'avez dit, apportées par Benjamin Netanyahou, sont en fait des révélations de services de renseignement occidentaux, selon lesquels, effectivement, l'Iran cherchait à une époque à se doter de la bombe jusqu'à 2003. À partir de 2003, en raison de sanctions internationales, l'Iran a mis la bombe de côté. C'est ça qui a provoqué la crise nucléaire, qui a entraîné l'accord. Donc aujourd'hui, il y a quand même une série de mensonges qui ont été prononcés par Donald Trump. Et on Attendez, pardonnez-moi, mais quand même, les Européens... On ne peut pas dire, attendez, je ne peux pas vous laisser dire... Attendez, je connais le dossier, je vous le dis. Écoutez un peu le truc, moi aussi je le connais le dossier. Vous ne pouvez pas dire que l'Iran avait complètement enterré, qu'il n'y avait aucune possibilité d'ici 2025 qu'il y ait... Attendez, mais laissez-moi parler. Vous n'arrivez pas. Les services de sécurité israéliens le disent. Écoutez, vous écoutez, vous savez, c'est pas mal une discussion, il faut écouter les gens. C'est un débat. Je dis ça, et voilà, c'est un débat, mais il faut écouter les autres. Moi, je ne vous ai pas interrompu. Simplement, non mais attends, il faut arrêter les trucs. Dire que cet accord était parfait, qu'il s'était garanti, qu'il n'y avait aucune possibilité pour les Iraniens qu'ils fassent la bombe et qu'ils fassent... Les missiles balistiques n'étaient pas là-dedans. Les missiles balistiques intercontinentaux peuvent aller partout. Les tests nucléaires pouvaient avoir lieu. Ce n'est pas vrai que tout était absolument garanti pour que l'Iran, le gouvernement iranien, ne puisse pas faire l'arme nucléaire. C'est pas vrai. Attendez, juste, pardonnez-moi, juste, Armin Arifi, juste, effectivement, les Européens avaient quand même signalé, même s'ils défendaient cet accord, qui est effectivement un accord imparfait, mais un accord nécessaire, ils lisaient, c'est pas moi qui le dis, ils l'ont défendu, mais ils reconnaissaient des problèmes, même s'ils le défendaient mordicus. D'accord, je vais répondre. L'accord sur le nucléaire iranien, comme son nom l'indique, traite du nucléaire iranien. L'Agence internationale de l'énergie atomique, les services de renseignement israéliens ont confirmé que l'Iran respectait ses engagements. Même Mike Pompeo, le nouveau secrétaire d'État, l'a dit lors de son audition par le Congrès. Ne mélangeons pas tout. Alors pourquoi il a dit que c'était l'accord mauvais? Pourquoi Mike Pompeo a dit que c'était l'accord le plus pourri? Parce qu'il est désormais secrétaire d'État de Donald Trump. Ah bon, sinon il l'aurait pas dit. Non. Alors, deux questions rapidement. Écoutez, on connaît la question, ce n'est pas sa question, c'est tout. Enfin, essayons de nous entendre, c'est plus agréable pour le téléspectateur. Rapidement. Là, ce soir, on a Rouhani qui dit vouloir discuter rapidement avec les Européens, les Chinois et les Russes pour voir s'il peut y avoir un accord plus global, en tout cas si ils peuvent y rester finalement dans cet accord. Ça veut dire quoi? On est plutôt sur le bon chemin, Ulysse? Ça c'est la voie, je dirais, raisonnable pour sortir de l'impasse. L'autre voie, c'était celle qu'avait proposée Emmanuel Macron, c'est de dire, conservons l'accord de 2015, mais élargissons, sortons par le haut de cette crise, en y ajoutant les deux questions qui fâchent, c'est-à-dire la question des missiles balistiques iraniens qui effectivement menacent la stabilité de la région, car s'ils étaient chargés du nucléaire, ça serait une menace que Israël ne peut pas accepter. Mais aussi, regardons ce que fait l'Iran dans cette région, notamment en Syrie. Ce qui inquiète les Israéliens, au-delà du nucléaire iranien, c'est la présence militaire de l'Iran en Syrie, avec des bases permanentes, comme on a déjà la Russie. Et donc, il y a une question sécuritaire qui est importante et qu'il faut signaler. Mais en même temps, il y a une voie de sortie, effectivement, vous l'avez dit, que les Iraniens se tournent vers l'Europe, la Chine et la Russie en disant essayons de sauver l'accord ensemble. Voilà. Alors ça, c'est le premier enjeu. L'autre enjeu, il se joue de l'autre côté de la planète quand même, avec effectivement la Corée du Nord, à l'approche du sommet Donald Trump-Kim Jong-un. Il y a déjà évidemment des consultations là prévues, j'allais dire la nuit prochaine. Est-ce que d'un mot, André Berkoff,
la parole américaine, compte tenu là aujourd'hui de ce retrait de cet accord, d'avoir déchiré cet accord, est-ce que c'est pas quand même problématique? Écoutez, il y a 6 mois, et pas pour jouer, il y a 6 mois ici sur le plateau de BFM TV, je vous disais, c'était au plus fort de l'affrontement Corée du Nord-Amérique, où on disait je vais raser la Corée du Nord, et moi j'ai un bouton beaucoup plus gros que le tien. Je disais que dans 6 mois, il va rencontrer Kim Jong-un. Et on me regardait comme ça. Moi je dis simplement, et vous allez voir, que dans 3 mois, Trump va rencontrer Rouhani. Voilà. J'aimerais quand même dire en 10 secondes, rencontrer Kim Jong-un ne signifie pas conclure un accord avec Kim Jong-un. Et vu ce qui vient de se passer avec l'Iran, je doute que les Nord-Coréens sont sérieusement un doute à renoncer à la bombe atomique. Eh bien, écoutez, alors, on le verra dans 2 semaines. Évidemment, en face à face, parce il y a la Chine derrière. Il y a la Chine derrière. Évidemment, les enjeux, des enjeux stratégiques cruciaux qui se jouent sous nos yeux. Merci à tous d'être venus ce soir en débattre. Armina Refi, merci beaucoup. Merci infiniment André Berkoff, Ulysse Grusset et Bruno Jeudi. Grand angle à suivre sur cette question iranienne, bien entendu, ce soir c'est l'actualité.